On passe maintenant à la propagation des ondes périodiques à la surface de l'eau. Ceci se fait grâce à un dispositif expérimental appelé cuve-à-ondes. Donc voici une photo. Cette cuve-à-ondes, elle permet de visualiser facilement la propagation des ondes mécaniques sinusoïdales à la surface de l'eau, et ainsi de mettre en évidence l'effet de la fréquence sur leur célérité. D'autre part, elle permet aussi de visualiser d'autres phénomènes subis par ces ondes à la surface de l'eau, tels que la diffraction qu'on verra plus tard. Je vous laisse maintenant avec une vidéo qui vous montre le principe d'utilisation de la cuve à ondes qui est réalisée par le département de physique de l'université belge, faculté universitaire Notre-Dame de la Paix. La cuve à ondes permet de visualiser différents phénomènes ondulatoires. La partie principale est un bac rempli d'eau. On produit une perturbation, une petite vague à la surface de l'eau, et on visualise sur un écran dépoli comment cette vague se propage. La perturbation est générée par un haut-parleur raccordé au tuyau de cuivre. C'est une variation de pression à la surface de l'eau qui produit la vague. La surface de l'eau est éclairée par une lampe. Les creux et les crêtes de la vague ont un effet de lentille. Après son passage à la surface de l'eau, la lumière converge ou diverge comme le montre ce schéma. La lumière est ensuite réfléchie par un miroir sur le dépoli. Les crêtes donnent lieu à des zones claires, tandis que les creux donnent lieu à des zones sombres. Le dépoli permet donc de visualiser la vague qui se propage. Lorsque la source est ponctuelle, les creux et les crêtes sont des cercles qui progressent. Suivez ici l'arc de cercle rouge qui accompagne une crête d'onde. Dans le langage scientifique, les creux et les crêtes sont appelés les fronts d'onde. Le front d'onde est le lieu des points qui vibrent en phase, donc ici le lieu des points qui sont soit tous sur une crête de la vague, soit tous dans un creux de la vague. Dans le cas où la source est ponctuelle, les fronts d'onde sont donc des cercles. On remarque aussi que la direction de propagation de l'onde est perpendiculaire au front d'onde. La distance entre deux fronts d'onde successifs s'appelle la longueur d'onde. On la note en général lambda. On peut générer une onde de longueur d'onde plus petite. Il suffit d'augmenter la fréquence de la perturbation. La relation qui lie la longueur d'onde et la fréquence est simple. La longueur d'onde, lambda, fois la fréquence, f, est égale à la vitesse de l'onde. Dans les conditions de l'expérience, la vitesse de l'onde varie peu. On comprend donc que la longueur d'onde diminue si on augmente la fréquence. Comme déjà vu dans l'expérience, si la source est ponctuelle,
on obtient des ondes circulaires. C'est une succession de vaguelettes constituées par des cercles clairs et des cercles sombres. Les cercles clairs correspondent aux crêtes et les cercles sombres correspondent aux creux. Bref, si la source est ponctuelle, on obtient des ondes circulaires. Maintenant, si on fait une coupe transversale de la surface de l'eau, on obtient le schéma suivant. Sur ce schéma, les crêtes, ce sont ces maximums. Ils se comportent comme une lentille convergente. Ils convergent la lumière. C'est pour cela qu'ils donnent des cercles clairs. Alors que les creux se comportent comme des lentilles divergentes. Ils divergent la lumière. Et par conséquent, ils donnent des cercles sombres, ici en pointillé. La distance entre deux crêtes consécutives, c'est-à-dire deux cercles clairs, ou bien deux creux consécutifs, c'est-à-dire deux cercles sombres, constitue la longueur d'onde lambda. Alors, si on nous donne un schéma et on nous demande de déterminer la longueur d'onde lambda, on prend la distance entre deux cercles clairs ou bien deux cercles sombres. Mais entre un cercle sombre et un cercle clair, il n'y a que la moitié de la longueur d'onde, c'est lambda sur 2. Si on adapte sur le tuyau de cuivre un élément rectiligne qui fait varier la pression sur toute la largeur de la cuve, on obtient une source linéaire. Les fronts d'onde sont des segments de droite. On parle dans ce cas d'une onde plane. On remarque aussi que la direction de propagation de l'onde est perpendiculaire au front d'onde. La longueur d'onde, que l'on note en général lambda, est la distance entre deux fronts d'onde successifs. Comme dans le cas de la source ponctuelle, on peut générer une onde de longueur d'onde plus petite. Il suffit d'augmenter la fréquence de la perturbation. Vous avez vu dans l'expérience, si la source est un élément rectiligne, sous forme de règle, on obtient des ondes planes qui sont constituées d'une succession de crêtes, ce sont ces lignes claires, et de creux, ces zones sombres. Bref, une source linéaire donne ce qu'on appelle des ondes planes et rectilignes. Si on fait une coupe transversale de la surface de l'eau à un instant donné, on obtient le schéma suivant. Donc on constate qu'il y a une succession de crêtes qui donnent les lignes claires, car elles se comportent comme des lentilles convergentes, et de creux qui donnent les zones sombres, puisqu'ils se comportent comme des lentilles divergentes. Comme les ondes circulaires, la distance entre deux lignes claires ou bien deux lignes sombres constitue la longueur d'onde. Deux lignes sombres, deux lignes claires. Donc, si on nous demande, à partir d'un schéma ici, de déterminer la longueur d'onde, on prend la distance qui sépare deux lignes claires consécutives. Alors, je reprends ce schéma-là. Les points M1 et M2 se trouvent sur des crêtes, mais ces crêtes ne sont pas consécutives. C'est-à-dire que la distance M1 et M2 est égale lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda. Donc si je connais la distance D, je n'ai qu'à diviser par 4 pour obtenir la longueur d'onde.
Deuxièmement, je peux dire que les points M1 et M2 vibrent en phase, puisque la distance D est égale à un nombre entier de la longueur d'onde. On place un barreau dans la cuve à onde. Celui-ci représente un obstacle pour l'onde. On remarque la présence de fronts d'onde derrière l'obstacle. L'eau est donc mise en oscillation derrière l'obstacle. Cette propriété qu'a l'onde de contourner les obstacles s'appelle la diffraction. Ce phénomène peut s'exprimer aussi comme étant un changement de la direction de propagation de l'onde. On ajoute un deuxième barreau dans la cuve de façon à ne laisser passer l'onde que par une petite ouverture. On constate de nouveau que l'onde contourne l'obstacle. Les fronts d'onde apparaissent clairement derrière l'obstacle. Si on diminue la largeur de l'ouverture, le phénomène de diffraction est encore plus marqué. L'onde est présente partout derrière l'obstacle. On remarque que les fronts d'onde, qui étaient des segments de droite avant l'obstacle, deviennent des arcs de cercle après l'obstacle. Le changement de direction de propagation de l'onde est très marqué. On a vu dans l'expérience que lorsqu'on place un obstacle ou une ouverture sur la direction de propagation de l'onde, celle-ci contourne cet obstacle, c'est-à-dire elle l'évite. C'est le phénomène de diffraction des ondes. La diffraction des ondes, c'est le phénomène par lequel une onde change de direction de propagation lorsqu'elle rencontre une ouverture ou un obstacle. Voyons ça sur cette animation. On voit ici une onde plane rectiligne qui se propage dans cette direction. L'onde arrive sur un obstacle muni d'une petite ouverture. En principe, l'onde ne doit pas passer derrière l'obstacle, mais on remarque que l'onde se trouve partout derrière l'obstacle. Donc, au niveau de cette ouverture, l'onde a changé de direction de propagation. Au lieu de se diriger dans une seule direction, après l'ouverture, il se dirige dans toutes les directions possibles à la surface de l'eau. Donc, ce changement de direction, lorsqu'on rencontre une ouverture ou un obstacle, s'appelle phénomène de diffraction. Schématisons ce phénomène sur une figure. On voit sur cette figure l'aspect avant diffraction et après diffraction. Avant la diffraction, l'onde se propage dans une seule direction, vers la fente, c'est-à-dire l'ouverture. Après la diffraction, l'onde a changé de direction de propagation. C'est le phénomène de diffraction. Cette fente, ou bien cette ouverture, se comporte comme une source secondaire d'ondes circulaires. Le phénomène de diffraction ne modifie pas la longueur d'onde avant et après diffraction, c'est-à-dire la longueur d'onde avant la diffraction, c'est la même qu'après la diffraction, à condition bien entendu que le milieu de propagation reste le même. De diffraction des ondes mécaniques à la surface de l'eau a lieu chaque fois qu'il se réalise l'une des deux conditions. Soit que l'onde rencontre un obstacle, comme on voit sur cette photo, ça c'est l'obstacle, et l'onde arrive, elle est confrontée à cet obstacle,
et il le contourne. Il passe de ce côté-là et de l'autre côté. De même, lorsque une onde rencontre un obstacle muni d'une ouverture. Comme ici, j'ai un obstacle qui est muni d'une ouverture, c'est-à-dire sur lequel se trouve une petite ouverture. L'onde arrive sur l'obstacle, il arrive sur l'ouverture et elle change de direction de propagation. Donc chaque fois qu'il y a un obstacle ou une ouverture sur le trajet de la propagation de l'onde, il y a phénomène de diffraction. Toutefois, ce phénomène est très visible, c'est-à-dire il se voit à l'œil nu si l'une des deux conditions se réalise. Ou bien que l'épaisseur de l'obstacle soit de l'ordre de la longueur d'onde, c'est-à-dire que cette épaisseur elle est inférieure ou égale à lambda, ou bien la largeur de l'ouverture est aussi inférieure ou égale à lambda. Dans ce cas, le phénomène est très visible. C'est-à-dire, si vous avez cette ouverture que je nomme sa largeur A, qui est inférieure ou égale à la longueur d'onde lambda, le phénomène est visible à l'œil nu. Mais si l'épaisseur de cet obstacle ou bien la largeur de cette ouverture elle est supérieure à lambda, il y a toujours phénomène de diffraction, mais elle n'est pas bien visible. On dit que l'onde après diffraction est une onde diaphragmée. Comme on voit, il y a un changement, mais qui n'est pas très visible comme le premier cas ici, vu que la largeur A elle est supérieure à la longueur d'onde lambda. Cette onde-là, ou bien ces ondes-là, sont dites ondes diaphragmées. Il nous reste un dernier phénomène à voir, c'est la dispersion d'une onde mécanique. Définissons d'abord qu'est-ce que c'est qu'un milieu dispersif. C'est une question qui peut être demandée dans une interrogation ou bien à l'examen. Alors, un milieu dit dispersif, c'est la célérité des ondes qui se propagent dans ce milieu dépend de leur fréquence. On va expliquer cette définition par un exemple. On prend une cuve à ondes et on fait produire sur cette cuve à ondes des ondes circulaires. Mais on change chaque fois de fréquence. Dans la première expérience, on prend des ondes à 35 Hz. Puis dans une deuxième expérience, 25, puis 20 Hz. Donc on connaît la fréquence de l'onde et sur le verre dépoli, l'écran de la cuve à ondes, on mesure la longueur d'onde entre deux cercles clairs consécutifs. Pour chaque expérience, on note les valeurs trouvées. Puis on calcule la célérité de l'onde par la formule V égale lambda fois F. On trouve pour la première expérience 7 mètres par seconde, puis 5,75, puis 14. On conclut que même si le milieu n'a pas changé, mais en changeant la fréquence, on voit que la vitesse a changé. Donc, un tel milieu est dit milieu dispersif. Je tiens à préciser une chose, il y a d'autres milieux qui ne sont pas dispersifs. Par exemple, l'air n'est pas un milieu dispersif pour les ondes sonores. Quelle que soit la fréquence de l'onde sonore, il se propage toujours à la même célérité, pratiquement 340 mètres par seconde. Je vais vous donner après ce paragraphe une vidéo qui parle d'une technique qui s'appelle la stroboscopie, et cette technique permet de suivre les phénomènes périodiques rapides. Et on va s'intéresser à une chose bien précise, c'est l'immobilité apparente. Le stroboscope est une source de lumière
qui émet des éclairs réguliers et rapides, des flashs. Il est fait pour analyser au ralenti un mouvement périodique rapide et aussi mesurer la fréquence de ce phénomène. Cette étude est appelée la stroboscopie. On prend un disque tournant autour d'un axe horizontal passant par son centre grâce à un moteur avec une période grand T égale à 1 sur N. Le disque porte une tâche, une flèche qui indique le sens du mouvement de la tâche. Lorsqu'on actionne le moteur, le disque tourne et vu la fréquence élevée, l'œil ne suit plus le mouvement de la tâche. Pour pouvoir suivre le mouvement de ce disque, on l'éclaire avec un stroboscope. Le stroboscope émet des éclairs à des intervalles de temps réguliers, notés TE, comme vous voyez. Pour des fréquences du stroboscope, on voit apparaître un mouvement ralenti dans le sens opposé au sens réel. Pour d'autres fréquences, on voit que la tâche effectue un mouvement ralenti dans le sens réel. Et pour des fréquences spéciales, on voit apparaître une tâche immobile. C'est l'immobilité apparente. Et c'est ce qui nous intéresse dans cette leçon. La tâche semble immobile car entre le premier et le deuxième éclair, elle se retrouve à la même position. De même, entre le deuxième et le troisième éclair, et ainsi de suite. Il se peut qu'entre deux éclairs, la tâche effectue un tour. Donc T égale à TE, alors N égale à NE. Ou bien elle effectue deux tours entre deux éclairs, c'est-à-dire 2T égale à TE, donc N égale à 2 NE. Ou bien d'une façon générale, elle effectue 4 tours complets entre deux éclairs consécutifs. 4T égale à TE, donc N égale à K NE. D'une façon générale, il y a immobilité apparente d'un phénomène périodique rapide si la fréquence du phénomène est un multiple entier de la fréquence du stroboscope. N égale KNE. K est un entier naturel. Dans la pratique, on augmente la fréquence des éclairs jusqu'à atteindre la première valeur de la fréquence pour laquelle on observe l'immobilité apparente. À ce moment, NE égale à N. Et de cette façon, on calcule la fréquence du phénomène. Pour une période des éclairs inférieure à la période du phénomène, on observe un mouvement ralenti dans le sens contraire au sens réel. Et pour une période des éclairs supérieure à la période du phénomène, on observe un mouvement ralenti dans le sens réel.